Quand ma fille m'a dit d'aller mourir ailleurs, que je ne servais plus à rien, j'ai fait mes valises comme la mère obéissante que j'avais toujours été. 3 jours plus tard, j'étais assise dans le bureau d'un avocat, découvrant que mon mari soi-disant aimant avait joué la plus longue partie d'échecs de l'histoire. Victoria était sur le point d'apprendre que parfois, le pion devient la reine. Si vous regardez cette vidéo, abonnez-vous et dites-moi d'où vous la regardez. Laissez-moi vous raconter comment je suis passée du statut de veuve sans domicile fixe à celui de femme qui détient toutes les cartes. Parce que, ma chérie, cette histoire a plus de rebondissements qu'une route de montagne. Il y a 2 mois, j'étais Margaret Sullivan, épouse dévouée depuis 43 ans et mère d'une fille incroyablement ingrate. Lorsque Robert est mort d'une crise cardiaque à 71 ans, j'ai cru que mon monde s'écroulait. Victoria s'est précipitée pendant mon deuil comme un vautour en vêtements de marque, me disant à quel point cela devait être difficile pour moi. Maman, tu ne peux pas gérer cette grande maison toute seule, m'a-t-elle dit, la voix dégoulinante de fausse compassion. Les escaliers, l'entretien, tous ces souvenirs, ce n'est pas sain. J'aurais dû voir le calcul derrière son inquiétude. Victoria avait toujours été la préférée de Robert, sa petite princesse qui ne pouvait rien faire de mal. Quand elle alla épouser Kevin, ce banquier d'affaires, et qu'elle a commencé à lui donner des petits-enfants, Robert les adorait tous. Pendant ce temps, je n'étais que la femme qui cuisinait, nettoyait et veillait à ce que tout se passe bien. Après les funérailles, Victoria est devenue de plus en plus insistante au sujet de ma situation. Elle amenait Kevin au dîner de famille, où il me coinçait avec des brochures immobilières et des dépliants sur les communautés de retraités. Maman, ces endroits sont merveilleux. Tu serais avec des gens de ton âge, tu aurais des activités, aucune responsabilité. Ce qu'il voulait le dire, c'était qu'il n'y aurait pas d'héritage à partager, pas de mère gênante à gérer. Le coup de grâce est arrivé mardi dernier. Je vivais dans ce que Victoria appelait désormais notre maison depuis 6 semaines. Depuis la mort de Robert, dormant toujours dans la chambre d'amis, parce que je ne supportais pas de faire nos valises. Victoria est arrivée à l'improviste avec Kevin et 2 grandes valises. Maman, nous avons pris une décision. Kevin a obtenu une promotion et nous devons déménager en ville immédiatement. Cette maison est parfaite pour nous. Je l'ai regardée sans vraiment comprendre. Emménager, mais c'est ma maison. Le masque de Victoria a glissé un instant, révélant le calcul froid qui se cachait derrière. En fait, maman, selon le testament de papa, j'ai tout hérité. La maison, les investissements, tout. Je t'ai laissé rester ici par gentillesse, mais il est temps que tu trouves ton propre logement. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. Victoria, il y a sûrement une erreur. Aucune erreur. Papa savait que je prendrais mieux soin de son héritage que tu ne pourrais jamais le faire. Tu n'as jamais rien compris, à l'argent ni aux investissements. Tu n'étais que la femme, juste la femme. 43 ans réduits à ces 3 mots. C'est alors qu'elle m'a asséné le coup de grâce. Trouve un autre endroit où mourir. Tu es inutile maintenant. J'ai fait mes valises en une journée. 43 ans de mariage tenaient dans 2 valises et une petite boîte de photos. Victoria m'observait depuis le seuil de la porte, regardant sa montre comme si je la mettais en retard pour quelque chose d'important. Il y a une belle résidence pour personnes âgées sur Maple Street, m'a-t-elle proposé avec l'enthousiasme de quelqu'un qui recommande un bon restaurant. Très abordable. Je suis sûre qu'ils ont des places disponibles. Abordable. Ma fille héritait de 30 millions d'euros et elle me suggérait de m'installer dans ce qui était essentiellement un centre d'aide sociale pour personnes âgées. Kevin a chargé mes valises dans leur Mercedes avec l'efficacité de quelqu'un qui se débarrasse de déchets. Margaret, tu vas adorer retrouver ton indépendance, m'a-t-il dit, sans vraiment me regarder dans les yeux. Tu n'auras plus à te soucier de l'entretien de la maison ou des taxes foncières? Plus de maison, voulait-il dire. Alors que nous nous éloignions, j'ai regardé ma maison, la maison de Robert, désormais celle de Victoria, disparaître dans le rétroviseur. Je n'ai pas manqué d'apprécier l'ironie de la situation. J'avais passé 4 décennies à faire de cette maison un foyer, à organiser les fêtes d'anniversaire de Victoria, à soigner Robert pendant sa maladie, à entretenir chaque détail qui lui tenait à cœur. À présent, on me conduisait dans un hôtel bon marché comme une invitée indésirable qui avait abusé de l'hospitalité de ses hôtes. Le Sunset Inn était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre d'un endroit qui coûtait 45 € la nuit. Des murs fins, des serviettes encore plus fines et une moquette qui avait connu des jours meilleurs. Victoria m'a tendu 200 € en espèces, comme si elle donnait un pourboire à une femme de chambre d'hôtel.
Cela devrait te suffire pour quelques jours, le temps que tu t'installes, m'a-t-elle dit. Je demanderai à Kevin de transférer de l'argent sur ton compte une fois que nous aurons trié les papiers de papa, de l'argent provenant de mon propre héritage. Après leur départ, je me suis assise sur le matelas affaissé et j'ai essayé de comprendre ce qui venait de se passer. En l'espace de 3 heures, j'étais passée du statut de veuve en deuil à celui de personne âgée sans domicile. La femme que j'avais élevée, aimée et pour laquelle je m'étais sacrifiée m'avait rejetée comme un médicament périmé. Mais alors que j'étais assise dans cette chambre d'hôtel déprimante, quelque chose a commencé à me tracasser. Robert avait toujours été méticuleux dans ses affaires, obsédé par l'organisation des documents importants. Il m'avait montré son testament il y a des années, m'expliquant ses souhaits, s'assurant que je comprenais tout, et j'étais absolument certaine que ce n'était pas ce qui y était écrit. Robert avait été beaucoup de choses, traditionnel, parfois têtu, parfois condescendant, en matière d'argent, mais il n'était pas cruel. L'homme qui m'avait tenu la main lors du décès de ma mère, qui m'avait surpris avec des fleurs à chaque anniversaire, ne m'aurait pas laissé sans ressources. Le lendemain matin, j'ai utilisé le Wi-Fi de l'hôtel pour rechercher l'avocat de Robert, Harrison Fitzgerald, le même avocat qui s'était occupé de l'achat de notre maison et de diverses affaires commerciales au fil des ans. Son bureau se trouvait dans le centre-ville, à 20 minutes en bus, ce qui m'a coûté un peu d'argent, mais cela me semblait nécessaire. Harrison Fitzgerald était un homme distingué, âgé d'environ 70 ans, avec des yeux bienveillants derrière des lunettes à monture métallique. Lorsque sa secrétaire lui a annoncé que Madame Sullivan était là pour parler de la succession de son mari, il a semblé sincèrement surpris. « Margaret, ma chère, je me demandais quand vous alliez venir. J'ai essayé d'appeler chez vous plusieurs fois, mais Victoria m'a dit que vous étiez en voyage. » « En voyage ? C'est ce que ma fille lui avait dit. Monsieur Fitzgerald, j'ai besoin de vous poser des questions sur le testament de Robert. » Il a l'air perplexe. « Bien sûr. Victoria ne vous a-t-elle pas remis votre copie ? Je lui ai donné l'original et plusieurs copies après la lecture. Mon estomac s'est noué. Il y a eu une lecture. » « Margaret, vous étiez censée être présente. Victoria m'a dit que vous étiez trop bouleversée et qu'elle s'occuperait de tout et veillerait à ce que vous receviez votre héritage. » Le sang se retira de mon visage lorsque la réalité me frappa. M. Fitzgerald. On ne m'a jamais parlé d'une lecture. Victoria m'a dit qu'elle avait tout hérité. L'expression de Harrison Fitzgerald passa de la confusion à l'inquiétude. Il se saisit d'un épais dossier. Ses mouvements devinrent soudainement pressants. « Margaret, c'est impossible. Le testament de votre mari est très précis au sujet de votre héritage. » Il sortit un document. Je reconnus la signature soignée de Robert au bas de la page. Certifié et notarié. Mais lorsque Harrison a commencé à lire, j'ai compris que Victoria avait menti sur tout. Moi, Robert James Sullivan, saint de corps et d'esprit, lègue par la présente à ma chère épouse Margaret Ann Sullivan les biens suivants. Notre résidence principale, située au 847 Oakwood Drive, y compris tout le mobilier et les effets personnels. De plus, je lui lègue 70% de tous les actifs financiers, investissements et comptes, pour un montant total d'environ 21 millions d'euros. Ma tête s'est mise à tourner. 21 millions d'euros. La maison, 70% de tout. Harrison a continué à lire, sa voix devenant de plus en plus grave. À ma fille, Victoria Sullivan Hayes, je lui lègue 9 millions d'euros qui seront placés en fiducie et distribués à partir de son 45e anniversaire, sous réserve de la façon dont elle traitera sa mère après mon décès, en fonction de la façon dont elle me traitera. Robert savait. D'une manière ou d'une autre, il savait exactement ce que Victoria allait essayer de faire. « Monsieur Fitzgerald, murmurai-je. Victoria m'a dit que je n'héritais de rien. Elle a emménagé dans ma maison. Elle m'a donné 200 euros et m'a suggéré de trouver une maison de retraite. » Le visage du notaire âgé s'est empourpré de colère. « Margaret, ce que Victoria a fait s'appelle de la maltraitance et de la fraude envers une personne âgée. Elle a commis plusieurs infractions, mais elle avait des documents légaux. Elle m'a montré des papiers, probablement falsifiés, ou des documents provenant d'un projet antérieur. Votre mari a mis à jour son testament 6 mois avant sa mort, précisément parce qu'il s'inquiétait de l'attitude de Victoria envers l'argent et de son sentiment d'avoir des droits. La pièce tournait autour de moi.
Toutes ces fois où Victoria avait rejeté mes opinions, m'avait interrompu pendant les dîners de famille, avait levé les yeux au ciel lorsque j'essayais de participer aux conversations sur leurs vacances coûteuses ou les affaires de Kevin. Robert avait observé, évalué, pris des décisions. Il y a plus, Margaret. La clause fiduciaire concernant Victoria stipule expressément que si elle ne vous traite pas avec respect et dignité après mon décès, la totalité des 9 millions d'euros vous reviendra. Je l'ai regardé, sous le choc. Êtes-vous en train de dire que votre fille vient de perdre 9 millions d'euros? Son héritage est désormais le vôtre également. Vous n'héritez pas de 21 millions d'euros, Margaret. Vous héritez de 30 millions d'euros, plus la maison et tous les biens personnels. L'ironie était si parfaite qu'elle en était presque drôle. Victoria était tellement impatiente de réclamer son héritage qu'elle avait déclenché la clause même qui était destinée à me protéger de sa cupidité. « Que dois-je faire maintenant ?» ai-je demandé, la voix à peine tremblante. Harrison a souri, et pour la première fois depuis la mort de Robert, j'ai vu une véritable chaleur à mon égard. « Maintenant, ma chère, nous appelons la Gardaï pour signaler la fraude. Ensuite, nous appelons Victoria et l'informons qu'elle est sur le point de recevoir le choc de sa vie. Peut-elle se défendre? Avec quel argent? Elle est sur le point de découvrir que tous les comptes qu'elle pensait contrôler vous appartiennent en réalité. Tous ces investissements, tous ces comptes bancaires, tous ces actifs, à l'exception de votre maison, sont gelés dans l'attente d'une enquête sur ces activités frauduleuses. Je pensais à Victoria dans ma maison, probablement déjà en train de planifier des rénovations, d'acheter de nouveaux meubles avec l'argent qu'elle croyait être le sien. Kevin était probablement en train de calculer l'impact de l'héritage sur son portefeuille d'investissement. Il n'avait aucune idée que dans environ 6 heures, leur monde entier allait s'effondrer. Le bureau de Harrison Fitzgerald est devenu le centre de commandement de ce qu'il a joyeusement appelé l'opération Justice. Il a contacté la Gardaï, les banques et un détective privé pendant que je restais assis dans son fauteuil en cuir, encore sous le choc de l'ampleur de la supercherie de Victoria. Les documents falsifiés sont assez sophistiqués, a expliqué l'inspectrice Rodriguez en examinant le faux testament que Victoria m'avait montré. Ce n'était pas un crime commis sur un coup de tête. Quelqu'un a soigneusement planifié tout cela. Vous pensez que Victoria a eu de l'aide? Ai-je demandé. Presque certainement. Créer des faux documents juridiques convaincants nécessite des connaissances et des relations spécifiques. Nous devrons enquêter pour savoir si Kevin ou quelqu'un de son réseau financier était impliqué. En moins de 2 heures, tous les comptes avaient en été gelés. Les cartes de crédit de Victoria liées à ce qu'elle pensait être ses nouveaux comptes d'héritage ont été refusées. Les services publics de la maison, qu'elle avait déjà transférés à son nom, ont été suspendus en attendant la vérification de la propriété. Mon téléphone a sonné à 15h47 précisément. Le nom de Victoria s'est affiché à l'écran. « Maman, où es-tu? Il y a une confusion avec les comptes bancaires. Ils disent que les avoirs de papa sont gelés. » Bonjour Victoria, je suis dans le bureau de Harrison Fitzgerald. Tu te souviens de lui, l'avocat de papa, celui qui a lu le vrai testament dans une pièce vide pendant que tu lui disais que j'étais en voyage. Silence, alors. Maman, je ne sais pas ce que tu penses avoir découvert, mais moi, j'ai découvert que tu es une menteuse et une voleuse. Ma chérie, j'ai aussi découvert que ton père était beaucoup plus intelligent que nous ne le pensions tous les deux. Tu ne comprends pas. Je te protégeais de la complexité de la gestion de tout cet argent. Tu n'as jamais eu à t'occuper d'investissement. Ou alors, je comprends parfaitement. Tu as falsifié des documents juridiques, commis une fraude et jeté ta mère de 67 ans hors de sa propre maison parce que tu pensais que j'étais trop stupide pour m'en apercevoir. Sa voix est devenue aiguë, désespérée. Maman, tu es confuse. Le chagrin a été accablant et quelqu'un profite manifestement de ton état émotionnel. Son audace était stupéfiante. Même prise en flagrant délit, Victoria essayait de me manipuler. Victoria, ma chérie, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Non seulement tu n'as jamais rien hérité, mais ton héritage réel, les 9 millions d'euros que ton père t'a laissés, m'appartient désormais également, grâce à une charmante clause qu'il a incluse pour que je sois traitée avec dignité et respect. C'est impossible. L'inspectrice Rodriguez est assise juste ici, si tu veux discuter avec elle de l'impossibilité d'une accusation de fraude. Le téléphone est resté silencieux. Je pouvais presque entendre l'esprit de Victoria tourner à toute vitesse, calculer, chercher un angle d'attaque.
Maman, s'il te plaît, pouvons-nous nous rencontrer quelque part et en discuter raisonnablement? Je suis sûre que nous pouvons trouver une solution. Oh, nous nous verrons certainement bientôt au tribunal, lorsque tu seras mise en accusation. Tu n'oserais pas porter plainte contre ta propre fille. Quelque chose de froid et de définitif s'est cristallisé dans ma poitrine. Regarde-moi. J'ai raccroché et j'ai regardé Harrison, qui rayonnait d'approbation. Combien de temps avant qu'elle soit arrêtée? L'inspectrice Rodriguez a suffisamment de preuves pour obtenir un mandat. Ils viendront la chercher ce soir. Et Kevin, ses documents financiers sont sous le coup d'une assignation à comparaître. S'il a participé à la création de ces documents, il sera également poursuivi. Mon téléphone vibra, signalant un SMS de Victoria. Maman, ne fais pas ça, s'il te plaît. Pense à tes petits-enfants. Je montrai le message à l'inspecteur Rodriguez, qui sourit d'un air sinistre. Manipulation émotionnelle, comportement classique pour ce type de crime. Je répondis: J'y pense. Et il mérite de voir ce qui arrive quand on vole sa famille. 24 minutes plus tard, Kevin a appelé. Margaret, nous pouvons sûrement régler cela en privé. Victoria a pris de mauvaises décisions, mais impliquer la police semble excessif. Kevin, l'avez-vous aidé à falsifier ces documents? Ce n'est pas Margaret. Vous devez comprendre la pression que subissait Victoria. Elle s'inquiétait de votre état mental, de votre capacité à gérer de grosses sommes d'argent. Donc, c'est oui. Ce n'était pas malveillant. Elle croyait sincèrement qu'elle vous protégeait en me jetant hors de ma maison et en me disant de trouver un endroit où mourir. Kevin resta silencieux. Kevin, voici ce qui va se passer. Vous allez tous les deux être arrêtés. Vous allez tous les deux être accusés de fraude. Et je vais rester assise dans ma maison, à regarder tout cela se dérouler. Margaret, soyez raisonnable, s'il vous plaît. J'ai été raisonnable pendant 43 ans. Cela ne m'a pas réussi. La police a arrêté Victoria à 20h30 alors qu'elle dînait au restaurant Le Bernardin, apparemment pour fêter son héritage avec Kevin et un autre couple. Selon le détective Rodriguez, elle a crié qu'il s'agissait d'une arrestation abusive et a exigé d'appeler son avocat, qui s'est avéré être un partenaire de golf de Kevin et n'avait aucune expérience en droit pénal. Kevin a été arrêté à son bureau le lendemain matin. Le comptable judiciaire avait retracé les documents falsifiés jusqu'à une imprimerie que la société de Kevin utilisait pour créer des prospectus d'investissement frauduleux. Apparemment, mon gendre avait un CV criminel que Victoria ignorait ou choisissait d'ignorer. J'ai passé ma première nuit dans ma maison depuis 43 ans, dormant dans la chambre principale. Victoria avait déjà déménagé ses affaires dans la pièce, remplaçant l'organisation minutieuse de Robert par son chaos de vêtements de marque et de cosmétiques coûteux. J'ai tout mis dans des sacs poubelles et les ai laissés sous le porche. Elle n'aura qu'à les récupérer quand elle sera libérée sous caution. La maison semblait différente maintenant, non pas parce que Robert était parti, mais parce que je la considérais enfin comme mienne. Pendant des décennies, je l'avais entretenue comme le sanctuaire de Robert, aménagé selon ses préférences, ses besoins, sa vision de la façon dont nous devrions vivre. Maintenant, en regardant autour de moi avec un regard neuf, je réalisais à quel point je m'étais peu investie dans ces pièces. Cela allait changer. Harrison a appelé vers midi pour me donner des nouvelles. La caution de Victoria a été fixée à 50 000 euros. Comme tous ses comptes sont gelés, elle devra trouver quelqu'un d'autre pour la payer. Et Kevin, 200 000 euros. Apparemment, le juge n'a pas été impressionné par ses antécédents en matière de crimes financiers. Qui savait que votre gendre faisait l'objet d'une enquête pour fraude boursière? Je n'en savais rien, bien sûr. Mais bon, j'avais toujours été exclue des discussions financières tout familiales. Victoria et Kevin m'avaient toujours parlé comme à une enfant lorsqu'il était question d'argent, simplifiant les concepts qu'ils pensaient que je ne pouvais pas comprendre. Ils allaient bientôt découvrir à quel point j'avais compris. Harrison, je veux apporter quelques changements à la maison. Victoria avait fait appel à des entrepreneurs pour la rénovation. J'aimerais poursuivre certains de ces projets, mais selon ma propre vision. Excellente idée. C'est ta maison maintenant, Margaret. Fais tout ce qui te rend heureuse. Je me suis rendu compte que ce qui me rendait heureuse, c'était l'idée de défaire toutes les suppositions que Victoria avait faites au sujet de mon héritage. Elle prévoyait de démolir la cuisine, de remplacer les parquets et de transformer le bureau de Robert en cave à vin. J'allais transformer le bureau en atelier d'art et la cave à vin en bibliothèque. Mon téléphone a sonné, numéro inconnu. Madame Sullivan, ici Janet Cooper de RTE News.
Nous avons appris que vous étiez victime d'une importante affaire de fraude aux personnes âgées impliquant votre fille. Seriez-vous disposé à partager votre histoire? La nouvelle se répandait. Dans une ville de cette taille, l'arrestation d'un banquier d'affaires de renom et de sa femme, pour avoir escroqué sa belle-mère âgée, faisait la une des journaux. Mademoiselle Cooper, j'apprécie votre intérêt, mais je ne suis pas prête à faire de déclarations publiques. Je comprends que cela doit être difficile, mais votre histoire pourrait aider d'autres personnes âgées à reconnaître les signes avant-coureurs d'abus financiers au sein de leur famille. Elle avait raison. Combien d'autres femmes de mon âge étaient manipulées par leurs enfants adultes qui les considéraient comme des obstacles gênants à leur héritage? Si je décidais de raconter mon histoire, aurais-je le contrôle sur la façon dont elle serait présentée? Absolument. Nous pourrions organiser une interview où vous auriez le droit d'approuver le montage final. Je pensais à Victoria, probablement assise dans une cellule de prison, à ce moment-là, croyant encore que tout cela n'était qu'un malentendu dont elle pourrait se sortir grâce à son charme. Mademoiselle Cooper, je vous rappellerai. J'ai peut-être une histoire à raconter. Après avoir raccroché, je me suis servi un verre du vin coûteux que Kevin nous avait envoyé pour Noël. Un vin que je buvais apparemment maintenant dans ma propre maison, acheté avec mon propre argent, tout en réfléchissant à l'opportunité d'humilier publiquement ma fille à la télévision. La vie avait certainement pris un tournant intéressant. La sonnette a retenti à 7 heures pile. Par la fenêtre, j'ai aperçu Victoria sur le perron, vêtue des mêmes habits que la veille, avec l'air d'avoir vieilli de 5 ans en une nuit. Elle avait réussi à payer sa caution. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invitée à entrer. « Maman, s'il te plaît, il faut qu'on parle. On a parlé hier. Tu m'as dit de trouver un endroit où mourir. J'ai trouvé un endroit où vivre à la place. » Les yeux de Victoria étaient rougis. Son calme habituel avait complètement disparu. « J'ai fait des erreurs, de terribles erreurs. Mais je reste ta fille. Vraiment? Parce que les filles ne falsifient généralement pas des documents juridiques pour voler l'héritage de leur mère. Je ne volais pas. Je... » Elle s'arrêta, cherchant clairement des mots qui ne sonnaient pas criminels. « Tu faisais quoi, Victoria? J'essayais de te protéger contre de mauvaises décisions financières. Tu n'as jamais géré de grosses sommes d'argent. Même maintenant, même après avoir été arrêtée pour fraude, elle ne pouvait pas admettre la vérité. Dans l'esprit de Victoria, elle était toujours la victime de mes attentes déraisonnables. Victoria, laisse-moi te raconter quelque chose que ton père m'a dit 6 mois avant sa mort. Il m'a dit qu'il s'inquiétait de ton sentiment de droit, de ton attitude envers l'argent et de la façon dont tu traitais les personnes que tu considérais comme inférieures à toi. Son visage est devenu pâle. Papa n'a jamais dit ça. Il m'a dit que tu lui rappelais sa sœur, Éléanore, belle, charmante et complètement incapable de penser à quelqu'un d'autre qu'à toi-même. Il m'a dit qu'il modifiait son testament précisément parce qu'il avait peur de ce que tu me ferais si tu avais le contrôle. C'est un mensonge. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré un enregistrement vocal. En fait, ce n'est pas un mensonge. Ton père a enregistré un message vidéo expliquant sa décision, à diffuser si jamais tu contestais le testament ou si tu me traitais mal après sa mort. Victoria fixait le téléphone comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Il savait, ma chérie. Il savait exactement qui tu étais sous ton charme. La seule chose qu'il n'avait pas prévue, c'était jusqu'où tu irais. Lance-le, a-t-elle murmuré. J'ai touché l'écran et la voix de Robert a empli l'air matinal, claire, mesurée et absolument dévastatrice. Si tu entends ceci, Victoria, cela signifie que mes craintes concernant ton caractère étaient justifiées. J'espérais me tromper. J'espérais que ma fille avait plus d'intégrité que je ne le soupçonnais. Mais si Margaret diffuse cet enregistrement, cela signifie que tu m'as donné raison de la pire manière qui soit. Victoria s'effondra sur les marches du porche tandis que la voix de Robert continuait. J'ai passé 43 ans à regarder ta mère sacrifier ses rêves, ses ambitions, son indépendance pour prendre soin de notre famille. Elle a travaillé à temps partiel pour aider à payer tes études universitaires pendant que je construisais mon entreprise. Elle a reporté ses études, renoncé à des opportunités de carrière et s'est investie corps et âme dans son rôle d'épouse et de mère, pensant que c'était ce dont nous avions besoin. L'enregistrement a continué pendant 3 minutes supplémentaires, chaque mot étant soigneusement choisi. Chaque phrase était un scalpel qui tranchait les justifications et les autotromperies de Victoria. Au moment où tu entendras ceci, tu auras découvert que traiter ta mère de manière si cruelle t'a tout coûté. J'espère que cela en valait la peine. À la fin, Victoria pleurait.
Ce n'étaient pas les jolies larmes qu'elle utilisait depuis son enfance pour manipuler les gens, mais des sanglots laids et brisés. Il me détestait, murmura-t-elle. Non, Victoria, il t'aimait suffisamment pour espérer que tu lui prouverais qu'il avait tort. Tu as choisi de lui donner raison. Elle m'a regardé, le mascara coulant sur ses joues. Que va-t-il se passer maintenant? Maintenant, tu vas devoir faire face aux conséquences de tes choix, les accusations de fraude, l'enquête, l'humiliation publique, lorsque cette histoire sera révélée dans les médias. Les médias. RTE veut m'interviewer au sujet de l'exploitation financière des personnes âgées. Je pense accepter. Le visage de Victoria s'est complètement effondré. Maman, pense à ce que cela fera à tes petits-enfants, à la carrière de Kevin, à toute notre famille. J'y pense. Je pense au fait que tu n'as tenu compte d'aucun de ces éléments lorsque tu as décidé de commettre plusieurs infractions. Elle s'est levée lentement, plus âgée et plus abattue que je ne l'avais jamais vue. Je sais que tu ne me croiras pas, mais je n'ai jamais voulu que cela aille aussi loin. Je voulais juste l'argent, je voulais la sécurité, le statut, je voulais ne plus jamais avoir à m'inquiéter de quoi que ce soit. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, Victoria disait la vérité. Je te crois, ma chérie, mais vouloir quelque chose ne justifie pas de détruire des gens pour l'obtenir. Elle acquiesça, les larmes coulant toujours. Que puis-je faire pour réparer cela? Tu peux commencer par admettre que ce que tu as fait était mal, pas une erreur, pas une mesure de protection, pas une situation compliquée, mais mal. C'était complètement impardonnable. Et ensuite, tu pourras affronter les conséquences qui s'ensuivront avec dignité, au lieu d'essayer de te sortir de cette situation en manipulant les autres. Victoria m'a regardé longuement, voyant peut-être pour la première fois non pas la mère facile à manipuler qu'elle avait toujours connue, mais la femme qui venait de la surpasser complètement. Je méritais ça, n'est-ce pas? Oui, Victoria, tu le méritais absolument. 3 jours après les aveux de Victoria sous le porche, la mère de Kevin s'est présentée à ma porte. Eleanor Hayes était exactement comme je l'avais imaginé. Coiffée à la perfection, couverte de bijoux, elle dégageait cette assurance que seules 3 générations de richesses héritées peuvent conférer. Margaret, nous devons discuter de cette situation de manière rationnelle. Je l'ai invitée à entrer, curieuse de voir quelle version de la réalité la famille Hayes avait construite pour expliquer les accusations criminelles portées contre leur fils. Eleanor s'est installée dans mon salon comme si elle m'accordait une audience. Kevin a fait de mauvais choix, évidemment, mais le poursuivre en justice semble plutôt vindicatif. Vous ne trouvez pas? Vindicatif? Votre fils a aidé à voler mon héritage et m'a chassée de ma propre maison. Kevin suivait l'exemple de Victoria. Il ne comprenait pas toute la situation. Cette femme essayait en fait de rendre ma fille responsable du comportement criminel de son fils. Je devais admirer son audace. Madame Hayes, Kevin a créé de faux documents juridiques. Ce n'est pas suivre l'exemple de quelqu'un, c'est un complot en vue de commettre une fraude. L'avocat de Kevin pense que nous pouvons parvenir à un accord qui profitera à tout le monde. Vous récupérez votre maison. Victoria subit les conséquences appropriées. Et Kevin évite la publicité d'un procès, des conséquences appropriées. Comme si les crimes de Victoria étaient une simple infraction mineure aux règles de bienséance. Quel genre d'accord? Eleanor sourit, convaincue d'avoir trouvé une ouverture. La famille de Kevin est prête à vous dédommager pour le désagrément causé. Disons 2 millions d'euros en échange de l'abandon des poursuites contre Kevin. 2 millions d'euros pour pardonner à l'homme qui m'avait aidé à voler 30 millions d'euros. Madame Hayes, votre fils a participé à un complot qui m'a coûté tout ce que je possédais. Vous pensez que 2 millions d'euros suffisent pour couvrir cela? Margaret, soyez réaliste. Kevin a une carrière, des enfants, une réputation à défendre. L'envoyer en prison ne sert personne. Cela sert la justice. La façade raffinée d'Eleanor se fissura légèrement. La justice? Vous détruisez plusieurs familles pour de l'argent que vous n'auriez de toute façon jamais suggéré. La voilà. La même attitude condescendante qui avait empoisonné ma relation avec Victoria. Dans leur monde, je n'étais qu'une employée qui avait pris de grands airs. Madame Hayes, je pense que nous en avons terminé. Margaret, reconsidérez votre décision, s'il vous plaît. 5 millions d'euros, offre finale. 5 millions d'euros pour laisser Kevin libre. Le montant était stupéfiant, mais le principe n'était pas négociable. Ma réponse est non, répondit Eleanor en se levant, ayant complètement retrouvé son sang-froid. Très bien, mais sachez que l'équipe juridique de Kevin a trouvé des informations intéressantes sur les pratiques commerciales de votre mari.
Il serait regrettable que cela soit rendu public pendant le procès. La menace était claire, mais je ne ressentais aucune crainte, seulement de la curiosité. Quel genre d'information? Le genre qui pourrait vous faire reconsidérer qui est le véritable criminel dans cette affaire. Après son départ, j'ai immédiatement appelé Harrison. Margaret, quoi qu'ils pensent avoir trouvé, cela ne change rien au fait concernant les crimes de Victoria et Kevin. Mais cela pourrait-il avoir une incidence sur l'affaire? Potentiellement, s'ils parviennent à brouiller suffisamment les pistes, à semer le doute sur la personnalité ou les pratiques commerciales de Robert, cela pourrait influencer le jury. J'ai pensé à Robert, à notre mariage, à tous les secrets qui pouvaient être enfouis dans 43 ans de vie commune. Harrison, je veux tout savoir sur les affaires de Robert. Chaque transaction, chaque partenariat, chaque irrégularité potentielle. Margaret, tu es sûre? Parfois, il vaut mieux laisser le passé tranquille. La famille Hayes menace de salir la mémoire de Robert pour protéger leur fils criminel. Je préfère connaître la vérité avant. Ce soir-là, je me suis assise dans le bureau de Robert, qui est maintenant le mien, et j'ai commencé à passer systématiquement en revue ses dossiers. Robert était méticuleusement organisé, chaque document était daté et classé. Mais en fouillant plus profondément dans ses dossiers commerciaux, j'ai commencé à trouver des choses qui n'avaient pas vraiment de sens. Des paiements à des sociétés écrans, des honoraires de consultation qui semblaient excessifs, des partenariats avec des entreprises qui semblaient n'exister que sur le papier. À minuit, j'avais découvert quelque chose qui a changé tout ce que je pensais savoir sur mon mari. Le détective privé recommandé par Harrison était une femme à l'œil vif nommée Carol Chen, spécialisée dans les crimes financiers. Elle a passé 6 heures dans le bureau de Robert, photographiant des documents et construisant ce qu'elle appelait la véritable image de l'empire commercial de mon mari. Madame Sullivan, votre mari dirigeait une opération sophistiquée de blanchiment d'argent par l'intermédiaire de son cabinet de conseil. Nous parlons de millions d'euros de transactions illégales au cours de la dernière décennie. Cette révélation m'a frappé comme un coup physique. C'est impossible. Robert était l'homme le plus honnête que je connaissais. Je suis désolée, mais les preuves sont accablantes. Il blanchissait de l'argent pour des familles, du crime organisé, en utilisant son entreprise légitime comme couverture. J'ai regardé les documents étalés sur le bureau de Robert. Des factures pour des services jamais rendus. Des contrats de conseil avec des entreprises qui n'existaient mal pas. Des calendriers de paiement qui correspondaient à des activités criminelles connues. Depuis combien de temps cela dure-t-il? D'après ces documents, au moins 12 ans, probablement plus. 12 ans. Pendant que j'organisais des dîners et assistais à des galas de charité, mon mari facilitait des entreprises criminelles. Madame Sullivan, il y a plus. Les 9 millions d'euros que Robert a laissés à Victoria provenaient directement de fonds blanchis. Si Europol le découvre, ils saisiront tout comme produit d'activité criminelle. La pièce se mit à tourner. Tout, la maison, les investissements, tout. À moins que... À moins que quoi? Carole semblait mal à l'aise. À moins que l'équipe juridique de Victoria et Kevin soit déjà au courant et envisage de s'en servir comme moyen de pression. S'ils informent Europol des crimes de votre mari, ils pourraient négocier l'immunité en échange de leur coopération. Ma fille et son mari n'étaient pas seulement des voleurs. Ils brandissaient une arme nucléaire au-dessus de ma tête. Quelles sont mes options? Légalement, vous pourriez contacter Europol vous-même, vous présenter volontairement et espérer obtenir la clémence. Vous perdriez la majeure partie de l'argent, mais vous pourriez garder la maison. Et si je ne le fais pas, les avocats de Victoria et Kevin divulgueront probablement cette information de manière stratégique. Vous perdrez tout de toute façon, mais vous risquez également d'être poursuivi pour avoir bénéficié à votre insu d'une activité criminelle. Je repensais à la confiance suffisante d'Eleanor Hayes, à sa certitude que j'accepterais leur offre de règlement. Ils étaient au courant des crimes de Robert depuis le début. Carole, comment ont-ils découvert cela? Kevin est banquier d'affaires. Il aurait reconnu les schémas dans les registres financiers de votre mari. La question est, que compte-t-il faire de cette information? Mon téléphone a sonné. C'était Victoria. Maman, nous devons nous voir ce soir. Il y a des choses que tu dois savoir à propos de papa qui changent tout. Je sais déjà, Victoria. Silence. Alors tu sais quoi? Je sais pour le blanchiment d'argent. Je sais pour les liens avec le crime organisé. Je sais que tout ce que ton père nous a laissé est entaché. Maman, écoute-moi attentivement. Les avocats de Kevin ont contacté Europol. Ils sont prêts à nous laisser renégocier notre situation.
Quel genre de renégociation? Kevin obtient l'immunité en échange d'informations sur le réseau criminel de papa. Tu gardes 5 millions d'euros et la maison. Le reste va aux autorités. Et toi? Les accusations de fraude disparaissent. Nous sortons tous de ce bourbier. C'était brillant, d'une manière sociopathique. Victoria avait transformé ma victoire morale en avantage stratégique. Victoria, tu me demandes de t'aider à tirer profit de tes crimes en exploitant ceux de papa. Je te demande d'être pragmatique. L'alternative, c'est de tout perdre et de risquer d'être toi-même poursuivi en justice. J'ai regardé autour de moi dans le bureau de Robert, le voyant clairement pour la première fois. Les meubles coûteux, les livres rares, la collection d'œuvres d'art, tout cela acheté avec de l'argent sale. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Maman, la réunion avec Europol est demain matin. L'avocat de Kevin a besoin d'une réponse ce soir. Après avoir raccroché, je me suis assise dans l'obscurité du bureau de Robert, entourée des preuves de sa double vie. 43 ans de mariage avec un étranger, une fille qui avait hérité de plus que l'argent de son père. Elle avait hérité de son talent pour la tromperie, mais elle avait commis une erreur cruciale. Elle avait sous-estimé qui j'étais lorsque j'étais acculée. J'ai pris le téléphone et j'ai composé le numéro de Carole Chen. Carole, dans combien de temps peux-tu m'organiser une réunion avec Europol? J'ai une histoire à leur raconter, et je pense qu'ils vont la trouver très intéressante. L'agent d'Europol, Sarah Martinez, correspondait exactement à l'image que l'on se fait d'un enquêteur fédéral. Sérieuse, intelligente et totalement insensible au charme. Elle s'est assise en face de moi dans la salle de conférence de Harrison, enregistrant notre conversation et prenant des notes avec une précision mécanique. Madame Sullivan, vous comprenez qu'en vous présentant volontairement, vous admettez potentiellement avoir bénéficié de produits criminels? Je comprends, mais je préfère vous dire la vérité plutôt que de laisser ma fille et son mari manipuler cette situation à leur avantage. J'ai tout raconté. Les affaires secrètes de Robert, la fraude de Victoria, les faux de Kevin et la tentative d'extorsion déguisée en offre de règlement. Votre fille pense pouvoir échanger des informations sur les crimes de votre mari contre l'immunité pour ses propres accusations. C'est exactement ce qu'elle croit, et elle pense que je vais coopérer parce que j'ai peur de tout perdre. L'agent Martinez a souri pour la première fois. Avez-vous peur, Madame Sullivan? Agent Martinez, il y a 2 semaines, j'étais une veuve en deuil qui dormait dans un hôtel bon marché. Aujourd'hui, je suis assise ici, et j'avoue volontairement aux agents fédéraux les activités criminelles de mon défunt mari. La peur n'est plus mon émotion principale. Qu'est-ce que la colère? Une colère pure et cristallisée d'avoir été manipulée par des gens qui ont sous-estimé mon intelligence pendant des décennies. Le sourire de l'agent Martinez s'élargit. Madame Sullivan, seriez-vous prête à porter un micro? 3 heures plus tard, j'étais assise dans mon salon avec un appareil d'enregistrement collé sur la poitrine, attendant l'arrivée de Victoria et Kevin pour ce qu'ils pensaient être une réunion de reddition. Ils ont frappé à la porte à 20 heures pile, tous deux habillés comme s'ils se rendaient à un dîner d'affaires. Kevin portait une mallette qui contenait probablement des accords d'immunité et des documents de règlement. « Maman, tu as meilleure mine que depuis des semaines, » dit Victoria en m'embrassant sur la joue, comme si de rien n'était. « Je me sens mieux. La clarté a cet effet. » Kevin ouvrit sa mallette avec l'efficacité de quelqu'un qui avait déjà mené des négociations similaires. « Margaret, nos avocats ont structuré cet accord de manière très favorable pour vous. Vous conservez la maison, 5 millions d'euros d'actifs propres et une immunité totale contre toute accusation liée aux activités de Robert. Des actifs propres, c'est une expression intéressante. Victoria lança un regard d'avertissement à Kevin. Maman, l'important, c'est que nous soyons tous protégés. Le passé reste enfoui et nous allons tous de l'avant. Et les 30 millions d'euros que Robert m'a laissés? Maman, cet argent est entaché. Il ne peut être dissocié des activités criminelles de papa. Prendre 5 millions d'euros est le meilleur résultat possible. Et vous deux? Qu'est-ce que vous retirez de cet arrangement? Kevin se pencha en avant, retrouvant sa confiance. Nous pouvons mettre derrière nous ce malheureux malentendu. Les accusations contre Victoria disparaissent. Ma réputation reste intacte et notre famille peut se reconstruire. Malentendu. Il continuait à qualifier la fraude criminelle de malentendu. Kevin, aide-moi à comprendre quelque chose. Quand exactement as-tu découvert les activités criminelles de Robert? Que voulez-vous dire? Je veux dire, étiez-vous au courant du blanchiment d'argent lorsque vous avez épousé Victoria? Où l'avez-vous découvert récemment?
lorsque vous avez décidé de voler mon héritage. Kevin et Victoria échangèrent un regard. Margaret, je ne pense pas que cela ait un rapport avec notre discussion actuelle. En fait, je pense que cela a tout à fait un rapport, car si vous étiez au courant des crimes de Robert et que vous n'avez rien dit, cela fait de vous un complice après les faits. Et si vous ne les avez découverts qu'en commettant vos propres crimes, cela fait de vous des personnes remarquablement malchanceuses. Victoria commençait à perdre son sang-froid. Maman, où veux-tu en venir? Je veux en venir au fait que vous planifiez cela depuis des mois, voire des années. Le testament falsifié, la découverte du blanchiment d'argent, même les relations de Kevin avec des faussaires de documents. Rien de tout cela n'était spontané. C'est ridicule. Vraiment? L'agent Martinez trouve cela tout à fait plausible. Ils pâlirent tous les deux. L'agent Martinez, murmura Kevin. Europol. Elle s'est montrée très intéressée par mon histoire concernant les abus systématiques envers les personnes âgées, la fraude et l'extorsion. En particulier la partie où vous avez essayé de me faire chanter avec les crimes de mon défunt mari. Kevin se leva brusquement et attrapa sa mallette. Margaret, cette conversation est terminée. En fait, Kevin, je pense qu'elle ne fait que commencer. L'agent Martinez et deux autres agents d'Europol entrèrent dans mon salon, tandis que Victoria et Kevin restaient figés sur place. La mallette que Kevin avait attrapée fut immédiatement confisquée, ainsi que leurs deux téléphones. Victoria Sullivan Hayes et Kevin Hayes, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre une fraude électronique, maltraitance de personnes âgées et tentative d'extorsion d'un témoin fédéral. Victoria se tourna vers moi avec une expression de trahison absolue. Maman, comment as-tu pu faire ça à ta propre famille? De la même manière que tu pourrais falsifier des documents juridiques et voler mon héritage, ma chérie, sauf que ma méthode est légale. Alors que les agents les menottaient, Kevin a tenté un dernier coup désespéré. Margaret, tu ne comprends pas ce que tu as fait. Il y a des personnes liées aux affaires de Robert qui n'apprécieront pas l'attention des autorités fédérales. Tu t'es mise en danger. L'agent Martinez a interrompu la lecture de leurs droits. Monsieur Hayes, menacez-vous un témoin fédéral? Je l'avertis de la réalité de sa situation. La réalité, dit l'agent Martinez, c'est que vous venez d'ajouter l'intimidation de témoins à vos accusations. Après leur départ, l'agent Martinez se rassit en face de moi. Madame Sullivan, l'avertissement de Kevin n'est peut-être pas tout à fait infondé. Votre mari était lié à des personnes dangereuses. À quel point? Principalement à la famille criminelle Torino. Ils utilisent des entreprises légitimes pour blanchir de l'argent depuis des décennies. Le cabinet de conseil de votre mari était l'une de leurs opérations les plus fructueuses. Ce nom ne me disait rien, mais l'expression de l'agent m'a tout dit. Êtes-vous en train de me dire que je suis en danger physique? Potentiellement. Mais il y a autre chose que vous devez savoir au sujet des activités de votre mari. Quelque chose qui change tout. L'agent Martinez a sorti un épais dossier, du genre qui suggère des mois d'enquête. Madame Sullivan, votre mari ne se contentait pas de blanchir de l'argent pour la famille Torino. Il était un informateur d'Europol. Pendant 12 ans, il a fourni des informations sur leurs activités tout en donnant l'impression de faciliter leur blanchiment d'argent. Le monde s'est mis à tourner à l'envers. Robert travaillait pour Europol, sous couverture, dans le cadre d'une enquête à long terme. L'opération était si sensible que même les bureaux locaux n'en avaient pas été informés. Votre mari nous aidait à monter des dossiers contre plusieurs familles criminelles. Mais l'argent était réel. Europol lui a permis de conserver un pourcentage des fonds blanchis en guise de paiement pour sa coopération et pour maintenir sa couverture. Tout ce qu'il vous a laissé a été gagné grâce à une coopération légitime avec les autorités fédérales. Je l'ai regardé fixement, essayant d'assimiler cette révélation. Donc, les 30 millions d'euros vous appartiennent légalement. Votre mari est décédé avant la fin de l'enquête, mais sa coopération pendant 12 ans a directement conduit à 47 arrestations et à la saisie de plus de 200 millions d'euros d'avoirs criminels. Pourquoi personne ne m'en a parlé? Parce que l'enquête était en cours et que nous n'étions pas certains de votre implication ou de votre connaissance des faits. La fraude de votre fille et de votre gendre nous a en fait aidés à confirmer votre innocence. Victoria et Kevin n'étaient au courant de rien. Ils soupçonnaient des activités criminelles, mais ils n'avaient aucune idée de la coopération fédérale. Ils prévoyaient de vous faire chanter avec des informations qui auraient en fait disculpé votre mari. L'ironie était si parfaite qu'elle en était presque poétique. Victoria avait tenté à 2 reprises de me voler mon héritage, une fois par fraude et une fois par chantage, sur la base d'informations incomplètes.
Agent Martinez, que va-t-il se passer maintenant? Vous allez récupérer votre argent, votre fille et votre gendre vont être poursuivis en Europe, et vous allez pouvoir décider du genre de vie que vous voulez mener, avec votre héritage légitime et le danger dont Kevin a parlé. La famille Torino sera trop occupée à régler ses propres problèmes juridiques pour s'inquiéter de vous. Nous allons exécuter des mandats de perquisition dans 3 pays demain matin. J'ai regardé autour de moi dans mon salon, le voyant à nouveau comme le lieu de ma résurrection plutôt que de mon humiliation. Agent Martinez, puis-je vous poser une question? Bien sûr. D'après votre opinion professionnelle, suis-je une personne horrible pour éprouver de la satisfaction à l'arrestation de Victoria? L'agent Martinez a souri. Madame Sullivan, d'après mon opinion professionnelle, vous êtes une femme qui a refusé d'être victime. Ce n'est pas horrible. C'est inspirant. 6 mois plus tard, je me tenais dans la cuisine de ma maison rénovée, en train de préparer du café pour deux. Le soleil matinal filtrait à travers les nouvelles fenêtres qui s'ouvraient correctement, illuminant les plans de travail que j'avais choisis moi-même pour la première fois en 43 ans. Bonjour Margaret. Le docteur Sarah Chen, sœur de Carole et ma nouvelle conseillère financière, apparut dans l'embrasure de la porte, portant un épais dossier contenant des rapports d'investissement. Bonjour Sarah. Prête pour notre bilan trimestriel? Les 6 derniers mois avaient en été un tourbillon de procédures judiciaires, d'interviews avec les médias et de transformations personnelles. Victoria et Kevin purgeaient chacun une peine de 18 mois. La couverture médiatique de leurs crimes avait fait de moi une sorte de célébrité dans les cercles de défense des personnes âgées. Votre portefeuille affiche d'excellents résultats, a déclaré Sarah en s'installant à ma nouvelle table de petit déjeuner. La fondation caritative est pleinement opérationnelle et le fonds de bourse d'études a déjà sélectionné ses premiers bénéficiaires. La fondation Margaret Sullivan pour la protection des personnes âgées était devenue ma principale priorité. Grâce à 15 millions d'euros provenant de mon héritage, nous financions l'aide juridique aux personnes âgées victimes d'abus financiers de la part de leurs familles et soutenions des changements législatifs visant à renforcer les lois sur la protection des personnes âgées. Des nouvelles du documentaire? La BBC a confirmé l'accord de production. Ils veulent commencer le tournage le mois prochain. Mon histoire avait capté l'attention des médias bien au-delà de la couverture médiatique initiale. The Mother's Revenge, a European Crime Story, La vengeance de la mère, une histoire criminelle européenne, était en cours de développement sous forme de série limitée, dont les recettes seraient reversées à des organisations de défense des personnes âgées. Et Victoria, l'expression de Sarah devint prudente. Elle a encore écrit. Son avocat dit qu'elle veut s'excuser et demander pardon. Victoria m'avait écrit 17 lettres depuis la prison. J'avais lu les premières, qui allaient de l'auto-justification au désespoir, avant de décider de ne plus les ouvrir. Certaines relations, une fois rompues, ne peuvent être réparées par des mots. Sarah, ma position à ce sujet a-t-elle changé? D'après nos conversations précédentes, non, mais les gens évoluent, Margaret. Même ceux qui ont fait de terribles choix. J'ai pensé à la femme que j'étais il y a 6 mois, en deuil, dépendante, prête à accepter les miettes de dignité que ma famille m'offrait. Cette femme aurait pu se sentir obligée de pardonner à Victoria, de reconstruire une relation fondée sur la culpabilité et la tradition, mais cette femme n'existait plus. Sarah prend rendez-vous avec l'avocat de Victoria, non pas pour te réconcilier, mais pour clarifier quelque chose. Quel genre de chose? Je veux que Victoria comprenne que ses actes ont eu des conséquences qui vont au-delà de la sanction légale. Je veux qu'elle sache qu'elle a détruit notre relation de façon permanente et que ses enfants grandiront en sachant pourquoi leur mère est allée en prison. Cela semble dur. Tant mieux, c'est censé être dur. Victoria a fait des choix d'adulte qui ont blessé des personnes qu'elle était censée aimer. Elle ne peut pas échapper aux conséquences émotionnelles simplement parce qu'elle a écrit quelques lettres depuis la prison. Sarah a pris des notes dans son porte-documents en cuir. Et les petits-enfants. Victoria a demandé à les voir sous surveillance. Ma relation avec les enfants de Victoria sera basée sur leurs choix lorsqu'ils seront adultes et non sur les efforts de réinsertion de leur mère. La sonnette a retenti. Par la fenêtre, j'ai aperçu un camion de livraison avec un gros colis. Ce doit être les nouveaux meubles pour l'atelier, ai-je dit à Sarah. L'atelier d'art avait été mon projet de rénovation préféré. L'ancien bureau de Robert était désormais un espace lumineux et aéré où je redécouvrais mon amour de la peinture,
que j'avais abandonné lorsque je m'étais mariée et avais endossé le rôle d'épouse et de mère. Margaret, puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr. Avez-vous déjà regretté la façon dont tout cela s'est déroulé? Les peines de prison, l'attention des médias, la rupture définitive avec votre famille. J'ai réfléchi à la question tout en signant le bon de livraison. Il y a 6 mois, j'étais invisible, une veuve sans argent, sans maison et sans perspective d'avenir. Aujourd'hui, je suis une philanthrope millionnaire avec une fondation, un contrat pour un documentaire et un objectif qui va bien au-delà de ma propre survie. Sarah, ma fille, a essayé de me voler tout ce que je possédais et de me laisser sans domicile. Mon gendre a créé de faux documents et m'a menacé de chantage. Ils m'ont montré leur vrai visage lorsqu'ils ont pensé que je n'avais pas le pouvoir de les arrêter. Mais ils font toujours partie de ma famille. Non, ils font toujours partie de mon ADN. La famille, ce sont les personnes qui vous protègent lorsque vous êtes vulnérable, pas celles qui exploitent votre vulnérabilité à des fins lucratives. Sarah a fermé son portefeuille, satisfaite de ma réponse. D'ailleurs, ai-je ajouté, regarde ce que je suis devenue lorsque j'ai cessé de les laisser définir ma valeur. Après le départ de Sarah, j'ai parcouru ma maison, vraiment ma maison maintenant, décorée selon mes goûts, organisée en fonction de mes priorités. Dans l'atelier d'art, j'ai découvert ma dernière peinture, un autoportrait d'une femme debout sous un soleil éclatant. Son visage tourné vers l'avenir. La femme sur le tableau ne ressemblait en rien à la veuve en deuil qui avait rangé sa vie dans 2 valises 6 mois auparavant. Cette femme semblait puissante, indépendante, intrépide. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait compris que la meilleure vengeance n'était pas de se venger, mais de devenir tout ce que ses ennemis n'auraient jamais imaginé qu'elle puisse être. Dehors, le soleil se couchait derrière les arbres que j'avais moi-même plantés dans un sol qui m'appartenait, sur une propriété que j'avais défendue avec intelligence et courage plutôt que d'avoir hérité par mariage ou par naissance. Demain, je continuerai à construire la vie que j'avais choisie plutôt que celle que d'autres avaient planifiée pour moi. Et si Victoria voulait reconstruire une relation avec cette femme, elle ferait mieux d'apporter bien plus que des lettres de prison et des excuses creuses. Elle ferait mieux d'apporter une transformation complète, une transformation à la hauteur de la mienne. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à partager votre histoire dans les commentaires. Votre voix compte.